Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. On se retrouve aujourd'hui pour se poser des questions sur quel pays peut dominer le monde et en quoi c'est intéressant pour nous, parce qu'on est de plus en plus à regarder d'autres pays pour se dire est-ce que ce serait pas intéressant d'aller dans ces autres pays pour profiter d'un lifestyle, d'une vie différente. Et aujourd'hui, on va parler particulièrement de Jiang, un professeur qui a créé une nouvelle façon de voir l'avenir, qui est d'ailleurs sa chaîne YouTube s'appelle Predictive History, et il est d'un côté beaucoup apprécié par un grand nombre de personnes, et de l'autre côté il est décrié comme étant un complotiste. Donc on va revenir dessus. Il y a certains éléments que moi j'apprécie. Si on veut savoir la réalité dans le monde, finalement il faut mieux regarder les complotistes des deux côtés et faire une moyenne, et vous arrivez à quelque chose de plus vrai que le discours général, ce qui m'amuse pas mal, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus vrai de façon générale. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Victor, plus de 200 locataires, j'achète de l'IMO et je reprends des boîtes avec toi, je vis à 100% de mes investissements, IMO et bourse, deal, boîte à reprendre et stratégie, tout disponible sur firefrance.io. Alors on se lance là-dedans. Comment je me suis retrouvé finalement à tomber sur des vidéos de John. Donc je vous invite à regarder ces vidéos. Il est connu principalement pour deux prédictions, élection de Trump, guerre en Iran. Si on veut en parler un petit peu plus de lui, donc c'est un sino-canadien basé à Pékin aujourd'hui et qui est devenu une sorte d'oracle grâce à ses prédictions. Il a 2,6 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Il a sa newsletter Substack avec plus de 110 000 abonnés. Et du coup, il y a eu cette fameuse prédiction en 2023 de Trump et la guerre en Iran américaine, et comme quoi ça allait s'enliser. Et du coup, grâce à ces prédictions, il est devenu connu, et il est principalement connu des gens qui sont sur Polymarket. Alors pour ceux d'entre eux qui n'ont pas testé ou qui ne savent pas ce que c'est un site où on peut faire des paris en ligne sur des événements qui vont se produire à l'avenir. Et donc il y a des événements comme est-ce que Jésus va réapparaître en 2026, ou des événements sur qui va gagner la Coupe du Monde. Et ça a fait, je crois, un des plus jeunes milliardaires au monde, et c'est lié à des cryptos. Donc c'est normalement interdit en France, mais le site est toujours accessible, donc c'est assez intéressant. Ce qu'il faut reprendre, donc ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ces prédictions. Et pourquoi je parle de ces prédictions ? Simplement à force d'avoir échangé avec beaucoup d'entre vous, donc il y a déjà un grand nombre d'entre vous qui sont dans cette dynamique FIRE, donc Financial Independence and Retire Early, donc qui a envie de réussir à vivre librement ou autrement, et de choisir finalement son destin, et de quitter ce fameux 9 to 5, ce job qui dure la journée. Il y en a beaucoup d'entre vous qui aujourd'hui habitent à Bali, qui habitent en Thaïlande, qui habitent à Dubaï, qui habitent au Portugal, qui habitent dans plein de pays, même au Panama, même en Australie. Je dis bonjour à ceux qui nous écoutent de l'Australie. Et ces personnes-là se posent des questions à un moment. Ok, j'ai envie d'un certain lifestyle, et d'ailleurs c'est tout ce que on doit tous se poser ces questions-là. Quel est le lifestyle qui m'intéresse dans ma vie? Qu'est-ce que je veux avoir? Et en fonction du lifestyle qu'on veut avoir, où est-ce que je vais finalement pouvoir l'avoir de façon confortable, et dans quel pays? Alors, si on reprend ça pour faire simple, disons en ce moment par exemple, moi je cherche un appartement à louer à Paris, j'ai envie de changer d'appartement, donc là je suis propriétaire à peu près d'un 70 mètres carrés, et j'aimerais bien avoir plus d'espace et pouvoir organiser des dîners, d'ailleurs avec certains d'entre vous, des dîners une fois par semaine pour que vous puissiez vous rencontrer, qu'on puisse faire pourquoi pas des projets ensemble. Et du coup je cherche plutôt des 80 à 100 mètres carrés, et là je me rends compte que c'est quand même sacrément compliqué de trouver des appartements qui ne sont pas hors de prix. On arrive très rapidement, donc il y a une telle tension locative qu'on arrive sur du 6 000 € du mètre carré. Moi j'aimerais même plutôt être dans les 3 500 et avoir quelque chose de sympa. 6 000 € en loyer total. Et là je me rends compte, ok, déjà ça c'est compliqué. Et après il y a une deuxième étape, en fonction de là où vous en êtes. Si vous voulez avoir des enfants,
il y a la possibilité quand même d'avoir du service. Avoir du service, c'est des personnes qui peuvent s'occuper chez vous de votre appartement, qui peuvent s'occuper des enfants aussi, etc. pour que vous puissiez, vous et votre compagne, dans votre couple ou votre compagnon, puissiez faire d'autres choses, répartir la vie comme vous le voulez, vivre les expériences que vous voulez, etc. Et si on prend en compte en France combien ça coûte et comment ça fonctionne, on est quand même sur si on paye quelqu'un 2 000 € par mois temps complet, on va se retrouver à du 4 000 € par mois de coût. Donc assez vite, on se rend compte qu'en France, en tout cas, de réussir à vivre à Paris, on va avoir du 10 000 € de frais de fonctionnement pour le logement et aussi pour du service, sachant qu'on ne sera pas dans quelque chose d'hyper luxueux. Et à ce moment-là, la question se pose, est-ce qu'on reste à Paris? Est-ce qu'on déménage en France? Est-ce qu'on va dans d'autres pays, comme dans des pays en Thaïlande? Pourquoi pas? Il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent ça, qui habitent d'ailleurs généralement à côté d'Annecy aussi, qui sont des zones assez chères. D'ailleurs, la majorité d'entre vous habitent dans des zones qui sont assez chères en France. Les zones qui sont attractives sont devenues assez chères d'un point de vue consommation de tous les jours. Alors, je dirais pas que c'est comme à la belle époque où on avait un écart de prix entre 30% et entre 30% entre Bordeaux et Paris. Il faut quand même se dire que pendant toute une période, quand vous alliez au supermarché, les prix de Paris étaient 30% plus chers que les prix de Bordeaux au supermarché. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le cas, mais en tout cas, vous avez des grosses disparités, non seulement en coût de l'habitation, en coût de service et en coût de consommation en fonction de là où vous en êtes. Et bien sûr, tous mes amis qui sont à Paris ou qui sont en montagne, vers Chambéry, etc., Val Thorens, ont des prix beaucoup plus chers que tous ceux qui sont dans des endroits plus vers, par exemple, chez mon père, proche de la Belgique, en Franche-Comté, où là, c'est vraiment les prix les plus bas. Bref, on peut se poser ces questions-là, on peut se demander si c'est intéressant de partir, pourquoi pas, en Thaïlande. Et en plus, aujourd'hui, c'est exacerbé avec ces changements climatiques et aussi potentiellement la mélasse politique dans laquelle on est, où ça va un petit peu dans tous les sens sans vraie résolution et sans vrai plan de changement. Et bien ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que là, on peut se poser comme question, ok, finalement, où est-ce que je veux aller? Pourquoi je vous ai parlé de toutes ces notions économiques et pourquoi je reviens dessus? Simplement parce qu'à un moment, quand vous allez quelque part, il y a effectivement le climat qui est important, il y a la dynamique culturelle pour que ce soit aligné avec vous, et aussi il y a la dynamique économique. Comment se situe le pays aujourd'hui et dans quelle direction il va? Donc la question qu'on peut se poser, c'est finalement quel pays va bien se débrouiller dans les années suivantes. Ce que nous dit notre ami Jiang, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, d'ailleurs, peut-être que je vous mettrai le lien du TikTok. Donc je suis tombé sur un TikTok. De temps en temps, mon TikTok m'envoie des trucs intéressants, mais attention à ne pas perdre votre vie. Eh bien, il dit simplement que pour qu'un pays puisse dominer le monde dans 50 ans, il faut qu'il ait deux choses. Il faut qu'il soit riche, donc c'est-à-dire un GDP, un PIB par habitant conséquent. Plus il est conséquent, plus ça va permettre au pays de dominer à l'avenir, parce qu'il part déjà d'une très bonne base. Et deuxièmement, une fécondité supérieure à 2,1 par femme. C'est-à-dire que le pays ne va pas s'effondrer sur lui-même en ayant en ayant une population qui s'érode dans le temps. Et là, on touche un point assez important. C'est-à-dire que lorsqu'on fait le graphique, il fait un graphique où il va mettre en ordonnée le nombre de naissances par femme et en abscisse, il va mettre le PIB par personne en fonction des pays. On se rend compte que tout à droite du graphique, donc là où il y a le PIB le plus important, on a les États-Unis, mais les États-Unis sont en dessous des 2,1 enfants par femme. On n'a pas très loin l'Europe et la Chine qui sont très bien positionnés en termes de richesse, mais le nombre d'enfants, ça ne fonctionne pas. Et là, très proche de zéro, on va se retrouver avec des pays d'Afrique où on peut avoir dans certaines zones 6 enfants par femme, mais finalement un PIB qui est pas forcément très intéressant, très conséquent. Et là, on se dit, qu'est-ce qui fait finalement que ces pays, USA, Europe, Chine, n'arrivent pas à faire plus d'enfants parce qu'ils sont riches aujourd'hui? C'est quoi les problématiques? Là, il y en a plusieurs. Alors, il parle d'une problématique de surpopulation. Donc, je pense que ce qu'il entend, il ne rentre pas vraiment dans le détail. À mon avis, ce qu'il entend, c'est que vu ce qu'on est censé faire dans ces pays-là, on se retrouve à avoir trop de gens finalement par rapport à ce qu'on est censé faire dans ces pays-là. J'ai l'impression que c'est ça. Deuxième élément, c'est des excès de richesse. C'est-à-dire que là, on a finalement beaucoup de richesses qui sont accumulées dans les pays. Et cet excès de richesse va finir par créer des grosses inégalités. C'est-à-dire que là, on va avoir de l'argent qui va être déversé et il y a de plus en plus d'inégalités. Et là, on retombe sur un argument qui est assez intéressant, qui est un argument un petit peu red pill. Donc red pill, c'est
c'est ceux d'ailleurs qui commencent à être interdits en Europe. Ça va être ces messieurs, alors de ce que j'ai compris, hein, ça va être ces messieurs qui vont avoir certaines thèses autour des femmes. Et là, c'est marrant parce qu'on retrouve la même chose finalement chez Jiang. Il va dire, ok, aujourd'hui, on est dans une phase où les femmes ne veulent que le meilleur partenaire possible ou ne pas avoir d'enfants. Ça, du coup, ça vient des autres conditions. Ça veut dire que ça vient qu'on a détruit totalement la structure familiale dans l'Occident et qu'on a changé les valeurs. Donc, comment ça s'est passé ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus de valeur pour quelqu'un dans l'Occident ? Ça va être l'argent sur le compte bancaire, le nombre d'abonnés sur Instagram, ça va être la réussite sociale. Et de l'autre côté, en Occident, on a finalement le niveau, donc ça c'est plutôt bon, des femmes et l'indépendance a beaucoup augmenté. Mais fondamentalement, ce qu'explique notre ami Jiang, c'est que les femmes sont programmées finalement pour se dire ok, je veux avoir quelqu'un de socialement plus intéressant pour moi. Et en fait, le jugement des femmes va être sur du coup l'argent, sur la réussite sociale, etc. Ce qui fait que finalement, avant, les femmes avaient un enjeu en se disant bon bah elles gagnaient pas tant que ça, donc finalement la plupart des hommes devenaient intéressants parce qu'il y avait qu'eux qui bossaient, donc finalement c'était assez facile de gagner plus qu'une femme, et du coup la femme va se dire bah voilà mon gars il peut subvenir, etc. Et maintenant c'est plus du tout le cas, et du coup elles vont regarder en fait dans l'échelle sociale et essayer de trouver des hommes qui sont intéressants pour elles, et intéressants pour elles ça veut dire qui ont mieux réussi. Sauf que bon, faut voir où ça en est aujourd'hui, mais disons que les hommes et les femmes sont à peu près au même niveau, et ben finalement on va se retrouver un petit peu bloqués et ne plus avoir finalement cette tendance à aller sélectionner, cette tendance naturelle, génétique même, de reproduction à sélectionner des hommes plus intéressants. On a aussi autre chose, c'est qu'on a quand même eu une grosse évolution du prix de façon générale du coût de la vie. Et là, il en parle très bien, parce qu'à l'opposé justement de ce pays qui va dominer le monde pendant 50 ans selon Jiang, on a de l'autre côté le pays qui va s'effondrer d'ici une cinquantaine d'années, voire même une dizaine d'années. Et le raisonnement est assez intéressant. Et là, on parle directement, je pense que vous l'avez deviné, de la Corée du Sud. Problématique de la Corée du Sud, donc on est à 0,6 enfants par femme. Et là, qu'est-ce qui se passe par rapport aux éléments dont je vous ai parlé ? C'est-à-dire que la pression sociale est très importante. Du coup, il y a énormément de compétition pour faire les meilleures universités. Et en ce moment, il y a beaucoup de séries sur Netflix d'ailleurs qui dénoncent un petit peu cette façon de voir les études et la pression et aussi l'harcèlement qu'il peut y avoir en Corée. Et pour le coup, moi, je les ai bien aimés, donc je vous encourage à les regarder. Et ce qui est en train de se passer, c'est que finalement, là-bas, on doit bosser énormément pour réussir à monter dans la hiérarchie. Et lorsqu'on réussit à monter dans la hiérarchie, après, on a un coût de niveau de vie qui est quand même très important. Du coup, potentiellement, on ne fait qu'un enfant. Et les femmes, de leur côté, elles bossent beaucoup. Elles n'ont rien à en vouloir aux hommes en face. Et il y a même carrément, on atteint, donc c'est peut-être que je vais essayer de regarder des vidéos là-dessus, on atteint un stade où il y a une véritable fracture de société. C'est-à-dire qu'à la limite, les hommes et les femmes ne se parlent même plus dans le pays. Il n'y a plus de compréhension. Et ça devient un vrai problème national. Pourquoi ? Parce que 0,6 enfants par femme, en gros dans 50 ans, les Coréens n'existent plus. Et là, ce qu'avance Jiang même, et c'est ce qu'on peut se poser comme question sur d'autres pays, c'est que finalement, un pays ne va pas mourir de sa mort naturelle lente où il n'y a plus personne dedans, c'est que ça va enclencher d'autres choses. Donc là, en ce moment, en Corée, on est dans une des meilleures phases de la Corée, c'est-à-dire que si on prend la courbe démographique de la population, il y a beaucoup de Coréens qui travaillent aujourd'hui pour finalement pas trop de retraités. Et ce qui va se passer dans les 10-20 prochaines années, c'est qu'en fait, on va avoir beaucoup plus de retraités, beaucoup moins de Coréens qui travaillent. Et là, on a un système qui s'effondre simplement. C'est-à-dire qu'il ne va plus avoir une économie assez conséquente. Du coup, la partie économique et argent va en pâtir. Et deuxièmement, quand le pays s'affaiblit de cette façon-là, il n'y aura pas forcément beaucoup de personnes pour aussi pouvoir aller faire la guerre. Donc là, on se rend compte que ce pays va se retrouver avec des confrontations régionales. Dans les confrontations régionales, potentiellement avec la Corée du Nord, potentiellement pourquoi pas avec la Chine, faudrait voir. Ces pays-là vont se dire bon bah voilà, je vais utiliser mon ascendant sur le pays d'à côté pour reprendre en fait le pays, ou du moins pour rentrer dans ce pays-là, etc. Donc dans un cas comme la Chine, on peut réellement on peut être dans un pays riche, on ne fait plus d'enfants, finalement le pays ne fonctionne plus. Autre élément qui est ressorti, donc là c'est plutôt, donc on l'a pas en Corée. On l'a pas en Chine de ce que j'ai compris. Il n'y a pas le petit type qui sert un petit peu de pansement pour les pays plutôt comme les États-Unis ou l'Europe, c'est l'immigration. Là aujourd'hui, et c'est un peu le sujet, et on voit aujourd'hui qu'il y a un gros sujet sur l'immigration. Alors il y a une chaîne
que moi j'aime bien, mais qu'il faut avoir vous si ça vous parle. C'est un gars qui s'appelle Théo Malini. Donc alors lui, il est assez pushy sur toutes ces questions migratoires, etc. Et il va faire des enquêtes, partager ce qu'il trouve autour. Donc c'est assez à charge. Donc il faut faire attention à ces vidéos-là. Et en gros, en regardant ce qui se passe, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit en Irlande, que ce soit en Allemagne, etc., on se rend compte, que ce soit en France aussi, on se rend compte que là, on a besoin d'accepter beaucoup d'immigrés et on a un véritable questionnement donc, sur ces chiffres, sur comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, le débat est vraiment masqué. Et je pense qu'il y a une lecture qui n'est pas bien faite et il y a un encadrement qui n'est pas bien fait de ça. C'est grosso modo, moi je pense que ceux qui sont aux têtes de l'État l'ont bien compris. Sans immigration, les pays s'effondrent, le système s'effondre et très très vite. Donc notre système de retraite, notre système de production, tout ça, ça s'effondre. Du coup, il y a un besoin, il y a un appel d'air d'immigrés. Il y a aussi, donc il y a beaucoup d'immigrés qui viennent en réalité quand on regarde les chiffres. Sinon, la France serait simplement en perte du coup de personnes, simplement sur son sol. Du coup, ce serait littéralement de la décroissance, mais encore plus forte que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Et là, on a toutes les problématiques sur ce qui ressort en disant, à un moment, c'était des complotistes qui parlaient d'une théorie du grand remplacement, comme quoi finalement, le français typique avec sa baguette et son saucisson allait se faire remplacer par le marocain, l'africain qui venait avec ses valeurs, etc. Alors qu'en réalité aujourd'hui, donc tout ça c'était un discours vraiment d'extrême droite, quand on regarde les chiffres, c'est quand même assez fort. Et c'est concrètement ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est à force d'avoir de l'immigration à ce niveau-là, qui est en fait factuellement aujourd'hui nécessaire vu ce qui est en train de se passer, on va forcément arriver à un moment où il y aura un remplacement culturel, où il y aura un remplacement de la religion dominante, où il y aura un remplacement des personnes. Et en fait, c'est factuel. C'est simplement, moi quand je regarde les chiffres, que je vois le nombre de brassages et le nombre d'immigrations qui arrivent en France, si on continue comme ça, s'il n'y a pas de changement autour des valeurs et de ce qu'on impose aux personnes, à voir comment c'est fait, grosso modo, on va dans cette direction. Est-ce que c'est mauvais ? Je ne sais pas. C'est comme si on reprend la chute des empires, la chute de l'Empire romain, les évolutions, les changements de religion, ce qu'on a vu en cours d'histoire. Il y a eu plein de moments où il y a des variations de religion. Alors, ça c'est assez souvent fait dans des moments un petit peu tendus où il y a eu beaucoup de conflits et même beaucoup de guerres religieuses. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a toujours des évolutions. Il y a toujours eu des évolutions. Il y a eu des évolutions technologiques d'un côté, il y a eu des évolutions de population, il y a eu des changements. Là, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a quand même ça factuellement qui est en train de se passer. Réussir à faire un système d'intégration et d'évolution pour garder quelque chose de plus ancien sans le faire évoluer avec les personnes nouvelles qui arrivent, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais en tout cas, on va dans cette direction-là. Et après, c'est notre choix à nous. Et je pense qu'en fait, il faut être OK de dire, OK, moi, ce monde-là, tel qu'il évolue, alors soit il vous intéresse pas, vous voulez vous battre pour que ça reste comme avant ou aller dans cette direction, soit vous êtes dans une phase en vous disant, OK, le monde évolue, c'est une masse un peu comme un courant, vous êtes... vous allez à la plage, vous avez ce qui s'appelle les bains, donc vous avez l'eau qui arrive très fortement avec les vagues, et à un moment, il faut bien que l'eau elle retourne vers l'océan. Et là, du coup, en fait, de la plage, vous avez un courant contraire qui va vous emmener vers le large. Et un des pires trucs que vous puissiez faire, c'est nager contre le courant. Le courant sera plus fort que vous. Donc, si vous vous sentez emporté, il y a un moment, il y a deux techniques. Soit vous laissez emporter au large. En fait, vous allez, à partir de 100 mètres au large, vous allez être ramené sur la plage avec le courant qui part dans l'autre sens. Et ça, parce que le courant s'arrête en fait à 100 mètres au large. Il suffit de vous décaler un peu et les vagues vont vous ramener sur la plage. Sinon, vous nagez à 90 degrés du courant. Et indirectement, quand je vois les évolutions qui ont lieu en France, en Europe, je pense que le courant, c'est finalement ce flux migratoire qui arrive, c'est ce changement de population. Soit vous dites, OK, je me laisse, je continue, je reste ici. Je me laisse emporter au large, je vois ce que ça donne et on va voir la nouvelle stabilité qu'il va avoir. Ça va peut-être plus loin, je vais peut-être revenir à 200 mètres sur la gauche, la droite. Le syndrome de la serviette, de se dire qu'il faut retourner absolument où est sa serviette. En fait, ça ne marche pas, vous allez simplement mourir. Et de l'autre côté, sinon, c'est de nager à 90 degrés. Et pour moi, la métaphore sur nager à 90 degrés, c'est de se dire, OK, finalement, il y a peut-être d'autres pays qui me correspondent plus et je vais aller dans d'autres pays.
Et on revient sur ces fameux critères. Donc il faut prendre en compte les évolutions, voir si ça vous correspond, et puis après c'est pas grave. C'est pas grave, c'est quelque chose de factuel, et il y a d'autres pays qui vont mieux vous correspondre. Alors je suis assez bien placé pour dire ça, parce qu'on est 4 dans ma famille, et dans les 4, chacun des enfants a choisi un pays où il se sent bien. Donc j'ai ma plus grande sœur qui s'appelle Marie. Elle a beaucoup habité en Afrique, elle continue à aller en Afrique. Et le pays qui lui correspond le mieux en ce moment par rapport à sa vibe, ses valeurs, ce qu'elle veut vivre, c'est le Portugal. Elle habite à Lisbonne. J'ai une deuxième sœur, Daphné. Donc elle correspond plus... elle habitait pas mal aux États-Unis. Maintenant, elle correspond plus à la dynamique française. Elle est en France. J'en ai une autre qui s'appelle Anaïs. Elle a plus une vibe nordique. Donc nordique, avec la façon dont il respecte les gens, la façon dont il communique, etc. Et maintenant, elle habite au Danemark, elle a une petite fille, et sa petite fille est franco-danoise. Voilà. Et en fonction de vous, qui vous êtes, il n'y a pas de problème, allez dans d'autres pays. Et c'est quelque chose avant qu'on n'envisageait peut-être pas comme aujourd'hui pour les mêmes raisons, mais en tout cas, on se dessine dans cette direction. Alors, de quoi nous parle notre très cher Jean? Et en fait, quel est le pays finalement par rapport à ces deux critères, donc un pays qui est riche et un pays qui a une fécondité supérieure à 2,1 par femme. Eh bien, ce pays qui correspond à ça, c'est Israël. Voilà, je vous le dis, j'aurais jamais deviné. En réalité, j'aurais jamais deviné. C'est pour ça que je vous en parle, parce que je trouvais ça vraiment intéressant. J'aurais jamais deviné que ce pays arriverait comme ça, en tout cas en prenant ces deux critères. Alors, comment ils en sont arrivés là? Donc déjà, d'un point de vue économique et technologique, il faut quand même se dire que les gars se débrouillent relativement bien. C'est en partie, mais pas que, dû à la guerre, mais c'est aussi culturel. Deuxième élément, c'est un pays très patriotique et religieux. Donc il y a quand même la religion juive qui est là, qui soude vraiment les juifs, et pays très patriotique, c'est-à-dire que c'est un pays où ils ont quand même eu un paquet de problèmes, et continuent à avoir un paquet de problèmes dans le temps. C'est un peuple qui a suscité pour différentes raisons. Je pense qu'une des raisons principales, c'est que c'est un peuple qui est facilement identifiable, et c'est un peuple qui se veut différent et se croit différent, et du coup ça crée des tensions. Ça crée des tensions avec des personnes qui aimeraient participer à la fête mais qui ne peuvent pas, il y a des personnes qui se sentent exclues, etc. Et du coup ça crée des tensions, c'est des gens facilement identifiables, ça crée des tensions, donc c'est parfait pour pouvoir les identifier, les discriminer, etc. Et surtout dans certains cas, on est dans un monde, et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est des reproches qui peuvent être faits à d'autres religions. En fait on se retrouve dans un monde, c'est un peu comme quand vous faites Polytechnique. Vous avez fait Polytechnique, vous appelez n'importe quel gars qui a fait Polytechnique dans une boîte, par exemple, moi je l'ai vu à la BNP, je l'ai vu à la SOG, je l'ai vu dans des boîtes comme JP Morgan. Vous appelez un autre polytechnicien qui est dans une entreprise, le gars va vous recevoir. Et généralement, vu que vous avez fait Polytechnique, il y a des valeurs et une qualité de travail qui est liée à vous. Et très vite, vous chopez un taf et vous êtes largement facilité. Donc, il y a quand même cette notion de compétence, mais il y a surtout cette notion de réseau. Donc, par exemple, deux personnes, donc une qui n'a pas fait Polytechnique et une autre qui est très bonne, et qui a fait Polytechnique, celui qui a fait Polytechnique sera plus reçu. En fait, il y a quelque chose de culturel, de compétence qui sera là. Et en fait, c'est à peu près la même chose avec une religion juive. C'est lorsque vous êtes juif, que vous voulez faire du business avec un juif, généralement, ça va beaucoup plus rapidement. Ce qui est totalement défendable. C'est pareil, quand vous êtes français et que vous voulez faire un business avec un français, vous allez quelque part même à Miami, bon, vous êtes français, il y a du négatif, mais grosso modo, vous pouvez vous parler entre vous, vous allez un peu mieux vous comprendre qu'un français et un américain. Autre élément, donc ils doivent s'unir pour survivre, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'ils ont acquis avec tous les changements qu'il y a eu au XXe siècle, etc., toutes les péripéties. Ce qu'il faut quand même se dire là-dessus, c'est il n'y a rien de plus fort finalement que de vivre des épreuves et que s'unir. Et après, la mémoire, il faut quand même se dire qu'il y a une mémoire collective d'un peuple et il y a aussi une mémoire physique et une mémoire génétique. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Mais en fait, quand on vit des choses, on va génétiquement intérioriser finalement des émotions ou des traumatismes. Donc, il y a plusieurs documentaires qui sortent aujourd'hui où des personnes qui ont été battues de génération en génération vont avoir cette mémoire génétique qui peut se réveiller chez eux. Donc, il faut voir exactement comment ça fonctionne, mais c'est intégré. C'est un petit peu comme la domestication des animaux. Aujourd'hui, donc il faut se dire qu'un loup est un loup. Bon, on peut essayer de domestiquer, c'est un peu compliqué. Mais par contre, les chiens, à force d'évolution et à force de les avoir rapprochés des êtres humains et à force d'avoir créé un lien avec les êtres humains, aujourd'hui, il y a une véritable connexion qui se fait naturellement, dès le début.
C'est la même chose. Et après, ce qui est intéressant, c'est que pour être du coup un bon juif, pour être une bonne femme juive, il faut faire des enfants. Voilà, la famille, c'est très important, c'est très cœur. Il faut faire des enfants pour soutenir l'effort national, etc., etc. Donc c'est ce qui est vendu par Julang. Du coup, on se retrouve avec beaucoup d'enfants. Et indirectement, c'est assez marrant parce que j'ai fait un post sur LinkedIn expliquant ça. Alors, bon, d'un côté, j'ai quand même eu les retours de personnes expliquant que Israël est un pays génocidaire qui fait de la cata sur le périmètre. Et c'est pas le sujet, en fait. C'est pas le sujet de... Là, ce qui est intéressant, c'est de parler finalement du sujet de où ils en sont, enfin plutôt de ces deux critères. Et de l'autre côté, j'ai aussi eu des personnes qui me disaient, ben voilà, finalement, que les personnes soient juives ou pas, en Israël, ils font tous beaucoup d'enfants. Et indirectement, moi, je crois très fortement à l'impact des gens qui sont autour de vous. Et c'est vrai que si vous êtes dans un pays comme Israël, même si vous n'êtes pas juif, avoir la discrimination que vous allez avoir, et il y en aura forcément, et c'est normal. Je veux dire, c'est tout à fait normal. C'est comme... il faut arrêter de croire qu'il n'y a pas de discrimination. Il y a toujours des discriminations, surtout culturellement, quand vous n'êtes pas similaire. Mais derrière, si vous voyez tous les gens qui sont autour de vous faire des enfants, ben indirectement, ça vous pousse à faire des enfants. Et ça veut dire que la structure sera en place pour faire des enfants. Contrairement à ce qui est en train de se passer, par exemple, je crois que la dernière maturité de Versailles va fermer. Donc il faut quand même se dire que Versailles, c'est en France un repère catholique. Donc les catholiques sont un peu... ont normalement une grande partie des valeurs juives sur faire des enfants et faire que c'est culturellement ce qu'il faut faire. Ben, imaginez, dans le repère catholique de Versailles, à côté de Paris, on ferme la dernière maternité. Donc ça, c'est quand même un gros signal de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc finalement, en ayant fait ces changements idéologiques, ces changements en accent, la réussite sur la consommation, en créant un système où finalement ça devient très cher d'avoir une vie agréable, on se retrouve et en n'ayant plus finalement de repères religieux ou de repères... alors on peut peut-être remplacer le religieux par le culturel, mais le culturel d'aujourd'hui est quand même très lié au matérialisme. On se retrouve avec un Occident et même une Chine, une Asie en déclin, et finalement un des pays qui s'en sort le mieux, bah, ça devient Israël. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à m'envoyer un petit message sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vous dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.